Bonjour et merci naturellement. Un très grand merci à tous les intervenants qui ont fait des exploits tout à fait remarquables. Alors ça dit, ça appelle quand même beaucoup de questions. Je crois qu'il ne faudrait pas, y compris à la fois aussi, il y a le problème de la Palestine, mais il y a aussi le problème de la Cour pénale internationale elle-même. Bon, je vais essayer d'en poser très brièvement quelques-unes, mais je crois qu'il faut quand même être conscient des difficultés. Moi, je suis bien entendu d'accord sur le fond avec tout ce qui a été dit, mais en même temps, il faut être conscient des difficultés qui sont réelles. Alors d'abord, quelques questions au niveau du droit. Donc ça, c'est pour les uns et les autres, mais en particulier pour Pascal Turland. D'abord, question technique. Le statut de la Cour pénale internationale nous dit qu'elle agit en complémentarité avec les tribunaux nationaux qui ont la responsabilité première des poursuites. Alors ça il y a deux sortes d'interprétations qui sont données en général. Il y en a qui disent que les tribunaux nationaux ont la responsabilité première de poursuivre leurs propres nationaux. Et il y en a qui interprètent ça au sens d'une compétence universelle des tribunaux nationaux, d'accord, à savoir qui devraient poursuivre universellement les crimes commis, les responsables des crimes définis dans le statut de la CPI. Il y a ces deux interprétations. Quelle est l'interprétation actuelle qui est donnée par la Cour, et en particulier au niveau du procureur? Alors maintenant, il y a une deuxième question qui concerne à la fois les différents intervenants, qui concerne la définition des crimes, des différents crimes. Bon, et en particulier des crimes. Alors, il faut bien voir que, vous le savez, vous n'avez pas répété, mais pour parler, je crois qu'il faut faire très attention, et je pense que la Cour le fait à juste titre, à ne pas banaliser les notions de crime contre l'humanité et de crime de génocide. Je rappelle, génocide, c'est connu. Crime contre l'humanité, c'est quand il y a un ensemble d'actes criminels commis dans le cadre d'une politique délibérée d'attaque systématique et généralisée contre la population civile. C'est la définition donnée dans le statut de la Cour. Et il est évident que ce n'est pas facile. En revanche, la Cour peut aussi poursuivre les crimes de guerre. Et les crimes de guerre, ça, c'est plus facile, a priori, à prouver. Mais le problème, et ça, je reviens aussi sur ce qu'a dit dans la Grèche là-dessus, le problème, c'est que la définition des crimes de guerre. Et le statut à ce moment-là, vous le savez, le statut sur ce plan, qui affirme définir les lois et coutumes établies de la guerre, c'est-à-dire le droit coutumier, est très faible dans deux domaines, qui sont ceux des armes utilisées et des bombardements indiscriminés. Je rappelle que, bon, pour les armes, hein, il y a extrêmement peu d'armes qui sont des crimes en soi, dans le statut de la Cour. Et à propos des bombardements indiscriminés, bon, Alain Grèche a rappelé ce que dit le statut, ce que dit le protocole 1 additionnel aux conventions de Genève, mais vous n'avez pas rappelé, et il faut le faire, qu'un certain nombre de pays n'ont pas ratifié le statut, en particulier Israël et les États-Unis, et que les pays occidentaux européens, les grands pays occidentaux européens, n'ont ratifié qu'avec des réserves, et que le statut de la Cour a pris une définition à propos des bombardements indiscriminés, de savoir quand c'est ou non un crime de guerre, une définition qui est sensiblement affaiblie par rapport au protocole que vous avez cité, de l'explication des rédacteurs du statut. Et ça, le procureur, lui, a priori, ce qu'il dit, c'est qu'il applique le statut. Bon, l'explication des rédacteurs du statut, c'est qu'eux, ils voulaient définir les lois et coutumes établies, c'est-à-dire le droit coutumier, et qu'ils ont pris ce qui leur semblait correspondre à un consensus théorique général. Mais du coup, c'est très faible. Et du coup, il est très difficile de poursuivre sur cette base-là. Et ça, c'est un problème très réel et qu'on aura à propos de la Palestine du point de vue du droit. Et il faut le savoir. Alors, j'aimerais bien encore avoir des réponses des uns et des autres là-dessus. Maintenant, je vais sur le problème de la Cour pénale internationale et en dehors du cas de la Palestine. J'aimerais, si possible, alors bien entendu, la CPI est une immense institution qui a été créée, dont la création a représenté un immense espoir. Et en même temps, il faut bien dire qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, et en particulier, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, peut-être même dans cette salle, il n'est pas vrai que la Cour ne peut pas agir parce que tel ou tel pays, dont les États-Unis, entre autres, n'a pas adhéré au statut, n'a pas adhéré à la Cour. Bon, ce n'est pas vrai, elle peut agir, bon, ça a été dit sur demande du Conseil de sécurité, mais elle peut aussi agir si les crimes ont été commis sur le territoire d'un État adhérent. La Cour, donc, vous avez mentionné le cas de l'Afghanistan, qui a adhéré à la Cour. Donc la CPI peut agir pour les crimes des États-Unis commis en Afghanistan, en particulier des centres de torture. Et ça, la torture, ça fait partie des crimes clairement établis et qui sont reconnus par le statut de la Cour. Bon, année après année, on a interrogé... Oui, je sais, mais c'est des questions importantes qui sont posées. Année après année, le procureur
mais j'aimerais la réponse. Le procureur, année après année, le procureur précédent nous a dit on enquête, année après année, le dossier est à l'étude. Où est-ce que ça en est maintenant? Et de même, et ça c'est une question aussi alors directe, et je termine en une seconde, mais à propos de la Libye et de la Côte d'Ivoire, la CPI peut agir à l'égard de tous les crimes commis, des différents côtés. Or, à ce jour, elle n'agit qu'à l'égard des crimes commis d'un côté, et c'est valable aussi bien en Côte d'Ivoire que pour le cas de la Libye. Voilà. Et alors, là aussi, jusqu'à présent, l'ancien procureur nous répondait « on commence par ça, on verra après ». Mais enfin, ça fait une justice qui ressemble, à cause de ça, à une justice à deux poids, deux mesures. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la position actuelle du bureau de procureur, de la nouvelle procureure, etc. Excuse-moi, Gérard, j'ai été très long, mais je crois qu'il fallait poser ces questions. Merci beaucoup. Je m'adresse naturellement au procureur ou au représentant du procureur. Deux questions. L'une qui va prolonger ce qui vient d'être dit in fine. Mais première question, qui finance la Cour internationale et notamment le parquet? Premier point. Deuxième point, on constate à l'heure actuelle que depuis le début, pratiquement, ce sont des petits, ce sont des Africains qui sont poursuivis devant la Cour. Monsieur Bush devrait l'être pour 2003, lorsqu'il a attaqué, etc. Enfin, Monsieur Sarkozy, pour la Libye, qui est allé au-delà de la décision du Conseil de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours et uniquement ce que j'appelle des petits et que les Occidentaux ne sont jamais poursuivis? En fait, je voulais un peu continuer la réflexion d'Alain Grèche. Alors, Alain, comme tu as présenté ça, le souci pour toi, c'était est-ce qu'on pourra en fait amener les Israéliens et les Palestiniens devant la Cour? Et ça, c'est une question politique qu'on peut tout à fait se demander. Moi, comme juriste, j'ai plutôt, je pense que beaucoup de juristes le pensent, que qui va arriver à la Cour pénale, si un jour ça va se passer, ça sera seulement des Palestiniens, évidemment. C'est-à-dire que les Israéliens vont même les envoyer à La Haye avec des vols HELAL spécial pour eux. Mais en fait, quel Israélien va un jour arriver là-bas? Soit ils vont ouvrir des enquêtes qui vont prendre des années et ça ne va jamais se terminer, et soit aucun pouvoir politique va amener des Israéliens là-bas. Alors ça, c'est une chose. Et pour cela, je me demande, est-ce que cette question de la Cour pénale internationale n'est pas simplement une illusion en plus qu'on donne aux Palestiniens par rapport au droit international en général, que ça fait déjà je ne sais pas combien d'années qu'on leur vend ce droit international comme lutte politique, et ça ne marche pas. Et je ne comprends pas pourquoi on pense que la CPI, c'est une voie qui va amener à une justice, parce que la CPI, c'est une réflexion de son temps. C'est-à-dire, il y a l'impunité pour certains, la justice pour l'autre, et la CPI elle-même, dans sa structure, elle est construite comme ça, parce qu'on sait bien que le Conseil de sécurité a des pouvoirs d'arrêter une enquête, de commencer une enquête, d'envoyer des cas, etc., quand eux-mêmes, les membres de la... voilà, ils ne sont pas membres de la CPI. Alors voilà, juste une petite question, est-ce que ce n'est pas une autre illusion? Bonjour, merci beaucoup tous les intervenants, c'est excellent. J'étais la semaine dernière au tribunal Russell à Bruxelles et je voudrais dire un petit mot là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'a paru extraordinairement important et réussi. D'ailleurs, Christiane Hessel était là et elle peut en témoigner. C'est la première journée où il y a eu tous ces témoignages hallucinants sur les atrocités et la cruauté de tout ce qui s'est passé à Gaza l'été dernier, qui, je crois, motivait largement la session spéciale du tribunal Russell. Comme vous l'avez dit, le Russell pensait se saborder l'an dernier, et puis finalement, ça a paru tellement grave à tout le monde, tellement caractérisé en tant que défi au droit international, et la personne qui est intervenue de la Croix-Rouge hier aurait pu aussi relever le fait qu'on a particulièrement tiré sur des hôpitaux. Il y a eu 411 personnels de santé qui ont été tués. C'est quand même absolument énorme, et je crois que la je voulais simplement poser la question, comment se fait-il que la médiatisation ait été aussi faible? La conférence de presse du deuxième jour m'a paru très mauvaise. D'ailleurs, il n'y avait pas de traduction simultanée en français, c'est quand même lamentable. Ensuite,
il n'y a pas eu de questions-réponses. C'est grave pour une conférence de presse. Et depuis, eh bien, autant sur la toile, on a pu lire des tas de rapports extrêmement bien circonstanciés, autorisés. Enfin, beaucoup de collègues et de camarades qui ont très très bien répercuté ce qui s'est passé. Mais dans les médias, je constate une absence à peu près totale d'informations. J'ai lu un papier dans l'Humanité, c'est à peu près tout. Pourtant, je suis abonné à 2 hebdos, à 3 ou 4 quotidiens. Bon. Je voudrais juste poser la question, est-ce que on ne pourrait pas appeler les peuples comme dans le tribunal Bertrand Russell? Et je pense que le résultat est beaucoup plus tangible que d'aller appeler les grands, parce que le peuple a le pouvoir de décision. Oui, moi j'aurais une question. Bon, pas face à la situation, je me demande quels seraient les pouvoirs au niveau Assemblée générale pour un petit peu mettre fin à l'impunité d'Israël. Les Palestiniens se sont adressés à l'Assemblée générale pour obtenir un statut d'État non membre. Est-ce qu'ils pourraient demander à l'Assemblée générale, par exemple, de prendre des sanctions contre Israël? Que peut faire, puisque c'est bloqué au Conseil de sécurité, puisque les tribunaux, ça ne fonctionne pas ou prendrait des années, est-ce que l'Assemblée générale, que pourrait faire l'Assemblée générale? J'ai eu le temps d'envoyer un petit SMS à un juriste qui travaille sur la CPI. A priori, le prosécuteur, en fait, pourrait, en fait, si elle le voulait, donc c'est une décision politique, demander au juge si la déclaration de 2009 était valide, en fait. Donc si elle le voulait, ce que me dit ce juriste, c'est qu'en fait, c'est la décision de dire, elle, de décider que la déclaration de 2009 n'est pas valide, is, comme il dit, overstepping her powers. Qu'elle devrait amener cette déclaration devant les juges, qu'eux pourraient décider, puisqu'elle a décidé, elle, que depuis 2012, la Palestine était un État, que les juges pourraient décider si, du coup, cette déclaration de 2009 est valide, et du coup, ouvrir un dossier sur la Palestine. Voilà, c'est ma question. Si c'était pas très clair, c'est parce que je suis pas juriste. Voilà, c'est fini. Un des problèmes qu'on a, je veux dire, c'était pas le sujet, c'est la question de la crise de la direction palestinienne. C'est-à-dire, on a une direction palestinienne qui est divisée, et qui est profondément divisée, et qui est surtout, je pense, sans stratégie. Et évidemment, pour le mouvement de solidarité, ça pose des problèmes. Je veux dire, bon, on le voit bien. Et on voit bien l'attitude de l'autorité palestinienne à l'égard de la Cour pénale internationale. C'est plus une espèce d'épée de Damoclès qu'ils brandissent que le fait qu'ils vont vraiment s'adresser à la Cour. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'adresser à la Cour dans la situation politique, ça veut dire rompre les négociations qui, je pense, de toute façon, ne mènent à rien, qui sont menées depuis 12 ans par Mahmoud Abbas. Et là, il s'est donné un délai jusqu'à, je crois, fin 2016, puisqu'il demande au Conseil de sécurité de prendre une résolution pour dire que l'occupation doit finir en 2016. Vous savez que ça fait, je crois, depuis Annapolis, c'est-à-dire George Bush, chaque administration américaine nous promet un État palestinien dans 2 ans, et là, on nous dit encore, il faut attendre 2016. Mais cette contradiction dans la stratégie même des Palestiniens pose problème, je veux dire. Alors on peut faire en dehors, c'est-à-dire on peut dire que la Cour pénale internationale doit se prononcer, mais bon, c'est quand même un peu difficile s'il n'y a pas... Vous avez vu ce cafouillage avec l'appel fait par le ministre de la Justice à la Cour pénale internationale pour intervenir, et puis l'autorité qui disait « mais non, c'est pas nous qui l'avons fait ». Enfin bon, c'est quelque chose de difficile. Est-ce que l'appel à la Cour pénale internationale, est-ce qu'on risque de voir les Palestiniens seuls devant la Cour pénale? Franchement, je ne le pense pas. Je pense que vous avez raison dans le sens où je ne pense pas que c'est l'arme ultime. Je veux dire, il y a plein d'autres armes, etc. Mais quand on voit la réaction des Israéliens face à cette Cour pénale internationale, on se rend compte quand même que ça ne doit pas les arranger tellement. Donc, je pense que ça, il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire de faire de la Cour pénale... C'est-à-dire... La menace. Oui. La menace est plus effective que ce qu'elle pourrait l'être. Je ne sais pas, parce que si on va devant la Cour pénale internationale, pour les Israéliens, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de dirigeants israéliens qui seront convoqués devant cette Cour. Et dans le processus qu'ils considèrent, il faut bien comprendre à quel point la question de la légitimité d'Israël préoccupe
les Israéliens. C'est-à-dire, sur toute la campagne BDS, ce qui les gêne le plus, ce n'est pas les conséquences économiques pour l'instant, la campagne boycott des investissements sanctions. C'est la question de la délégitimation d'Israël. Et le fait que le Premier ministre ait fait une cellule spéciale pour s'occuper de ça montre que c'est un enjeu politique. L'autre chose que je voulais dire, et je terminerai là-dessus, c'est sur le droit. Oui, les tribunaux nationaux ont aussi un droit. Et on est en train de voir avec un certain nombre de gens la possibilité, il y a eu au moins une franco-palestinienne qui a été tuée à Gaza. Et de déposer plainte devant un tribunal français contre X, pour ne pas citer, parce que c'est plus compliqué, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre, vous savez, de soldats français qui ont participé à l'expédition de Gaza, enfin en tant que binationaux, mais ça peut être aussi un moyen de poser la question devant les tribunaux, et devant des tribunaux français, et je pense que ce n'est pas contradictoire avec la Cour pénale, c'est-à-dire il faut essayer tout ce qui est possible pour utiliser le droit, parce que quand même, quoi qu'on dise, le droit ne renvoie pas dos à dos tout le monde. Voilà. Je voudrais revenir à la question qui concerne la presse. Non, mais ça marche. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est un problème sur lequel on se casse les dents depuis très longtemps. Et notamment au tribunal Russell, on a chaque fois convoqué la presse, on a eu énormément de mal à avoir autre chose que de la presse locale, chaque fois qu'il y avait une session, ou que ce soit en Afrique du Sud, en Espagne, etc. Je pense que nous avons affaire, et notamment en France, à une autocensure. Et cette autocensure dure depuis des années sur le problème palestinien. Et il y a probablement des pressions, je l'imagine, je n'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a des pressions. Et la presse est extrêmement peu courageuse dans ce domaine-là. Je me souviens, il y a quelques années, nous rencontrions à Jérusalem le directeur de Haaretz, qui est à peu près le seul journal qui a un peu de courage en Israël, mais lorsque nous lui disions mais que faites-vous, etc., il disait, eh bien nous nous auto-censurons, sinon nous ne sommes pas achetés ni lus. Et donc il y a un problème de fond là, et on en revient toujours pour moi au rôle que doit jouer la société civile dans toute cette affaire. Je crois que, c'est ce que vous disiez, madame, je crois que c'est très important que nous nous saisissions, que la société civile se saisisse de ce problème qui est quand même un des scandales. Je pense à Gaza, c'est un scandale de notre époque. Je veux dire que ce qui se passe à Gaza, pour l'avoir vu aussi bien par les écrans l'autre jour au tribunal Russell, mais aussi dans les nombreux voyages que nous avons faits, Stéphane et moi, à Gaza, c'est un cas unique, parce que qu'on puisse taper, bombarder une population qui ne peut pas bouger de là où elle est, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, je crois que c'est à peu près unique dans l'histoire, qu'on puisse détruire une population qui ne peut pas se sauver ni s'échapper. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je pense que le cas de Gaza est quelque chose qui va rester unique dans l'histoire. Je vais répondre du coup à la question plus sur le tribunal Russell, aussi sur les médias et sur la conférence de presse. La conférence de presse, on a ouvert évidemment la salle aux questions. Il y a eu quelques questions, mais après, s'il n'y a pas de questions, évidemment, on ne peut pas forcer les gens à en poser. Au niveau média, je voudrais un bémol d'optimisme, si ça veut dire quelque chose. On a eu, en fait, les médias, les grands médias de masse, on va appeler... Faut pas croire que TF1, la BBC, etc. vont venir couvrir le tribunal Russell. Ils couvrent déjà très mal ce qui se passe, la réalité à Gaza, etc. Il faut vraiment pas croire qu'ils vont couvrir le tribunal Russell. On a quand même eu, et je le dis parce que voilà, même nous, on s'auto-flagelle presque à dire les médias ne sont pas venus. On a eu Euronews, on a eu Al Jazeera Arabique, Al Jazeera English, Al Jazeera America. Récemment, là, il y a eu des articles sur Mediapart, sur Politis, sur Le Monde Diplo, bientôt. Sur Alternet aux États-Unis, sur The Nation aux États-Unis, sur la RTBF, la télévision nationale belge a fait un petit truc de 3 minutes à l'heure de grande écoute là-dessus. L'Humanité a fait un papier aussi. Et on a eu
sur les blogs, sur Twitter, sur Facebook, qui c'est vrai ne sont pas les médias de masse, mais qui sont de plus en plus des médias très importants. Il y a même des médias de masse qui se servent de Twitter pour après faire des reportages. On a eu beaucoup d'impact, de nouveaux followers, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas parfait, mais il y a quand même eu quelque chose, et il y a quand même, en tout cas des médias moins traditionnels, il y a eu un impact. C'était juste ça. Sur la CPI, d'après ce que je sais, il y a un problème, et Alain en parlait avec les dirigeants palestiniens et les problèmes qu'il y a entre eux. L'autorité ou le Fatah, disons, ne serait intéressée, si mes sources sont bonnes, seulement par le problème des colonies, en fait. Ça veut dire qu'ils iraient vers la CPI que pour demander à la CPI de parler des colonies, qui sont un crime de guerre, que pour parler de la colonie, et qui en plus, les colonies, vu que c'est un crime continu, permettraient à la CPI non pas de parler du problème, si je comprends bien, que de 2002, mais vu que c'est un crime continu depuis, on va dire, 67-68, de revenir de parler du problème en général. Donc et par rapport au peuple, c'est très difficile, parce que l'autorité ne dit pas, mais en tout cas va vers la cour pour parler que des colonies, alors que le peuple lui dit, mais vous ne pouvez pas aller à la cour et ne pas parler de ce qui s'est passé à Gaza. Et là, il y a un problème, évidemment, parce que Gaza, c'est Hamas. Et voilà, d'après ce que je sais, en tout cas, si ils y vont un jour, ça serait que pour parler du problème des colonies. Mais voilà, c'est tout. Juste un mot sur la presse comme journaliste. Je suis le conflit au moins depuis 1967. Et pour ceux qui ont connu le conflit en 67, on sait à quel point la presse était à 90% ou 95% pro-israélienne. Ça a mis beaucoup de temps à changer. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression d'un recul qui est dû, je pense, à une nouvelle lecture à la fois de la situation internationale et de la situation en Palestine à travers la grille du terrorisme islamiste. C'est-à-dire de ne plus présenter de ne plus voir le conflit israélo-palestinien à travers la grille un occupant, un occupé, qui était finalement dominante à partir des années 2000, à partir des années 1990, avec la première intifada, avec le... Bon, aujourd'hui, ça c'est un obstacle politique. C'est pas seulement le fait que les journalistes subissent des pressions, etc. C'est un obstacle politique qui est pas si facile que ça à lever. Parce que ça fait partie d'un ensemble plus grand. Quand on voit aujourd'hui le délire autour du terrorisme, de l'organisation de l'État islamique, etc., d'une manière, il faut bien être conscient que ça a un impact sur la manière dont les médias, les journalistes, qui sont aussi de moins en moins formés, qui ne sont pas des spécialistes de la région, la manière dont ils peuvent voir le conflit palestinien. Oui, beaucoup de questions. Une sorte de feeling général. Le problème de la CPI, enfin, ça me gêne toujours un peu qu'on parle de problème de la CPI. Quand on voit d'où on vient, la CPI, a priori, était plutôt un instrument d'évolution, de progrès, qui a été accueilli aussi bien par la société civile, par les ONG, que par les 139 États qui ont ratifié le statut en 1998. Si la CPI a été créée, c'était pour répondre à un manque, et aujourd'hui, elle a commencé à répondre à ce manque. Il y a des procédures en cours, il y a des personnes qui n'auraient jamais été jugées, qui sont aujourd'hui jugées pour les crimes qu'ils ont commis, y compris pour certains d'entre eux contre leur propre population. Je crois que c'est... évidemment, j'en suis convaincu, mais la CPI représente un élément de progrès, comme les Nations Unies représentaient un élément de progrès au moment où ils ont été mis en place, comme les tribunaux ad hoc, pour la Yougoslavie et le Rwanda ont représenté une évolution de l'interprétation de la Charte des Nations Unies qui permettait de faire justice au nom du maintien de la paix. Tout ça, c'est quand même une évolution positive dans le sens d'amener en justice les auteurs de ces crimes parmi les plus graves. Que le système soit imparfait, tout le monde en convient. La CPI elle-même apprend, se développe, et surtout la CPI, et c'est ce que j'ai essayé de dire, et ce qui était un petit peu en filigrane dans ce que disait Madame Doucet hier également, le droit international humanitaire n'a jamais empêché les gens de faire la guerre. Simplement, comme on sait, c'est un fait, les gens font la guerre, on va essayer de faire en sorte que ce soit fait de la manière la moins destructrice possible, en particulier pour les populations protégées, les populations civiles, les personnes hors de combat. Le fait que le meurtre soit interdit en droit national n'empêche pas qu'il y ait des meurtres, il faut qu'il y ait du droit pour que s'il y a meurtre, il y ait sanction de ce meurtre. Le fait que la CPI soit là, ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits, des problèmes et autres, simplement ça permet d'amener en justice les auteurs de ces crimes. Impunité pour certains
Et justice pour d'autres, oui, très clairement, c'est le système de la CPI. Donc la réponse pour moi est facile, à la limite c'est ce que disait M. Lago tout à l'heure, je travaille pour la Cour exécute le mandat qui lui a été donné. La Cour ne peut pas aller au-delà de son mandat. La Cour ne peut pas prendre la responsabilité de dire « Ah ben finalement, pour des raisons morales, je vais aussi juger les gens qui se trouvent en Syrie, même si je n'ai pas compétence en fait en droit. Si j'ai pas compétence en droit, parce que je me dis quand même que la morale derrière sous-jacente m'impose de le faire. Si la CPI faisait ça, il n'y aurait plus de CPI, c'est tout. Et ce progrès-là n'existerait même plus. Donc oui, il y a l'impunité pour certains. Si un État n'a pas ratifié le statut de Rome, si les ressortissants de cet État commettent des crimes sur le territoire d'un État non parti, la Cour ne peut pas agir. Il faut à ce moment-là faire acte de discussion publique, essayer de pousser à ce qu'il y ait des procédures à d'autres niveaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut effectivement demander à la Cour, article 96, de suspendre éventuellement ces enquêtes pendant une période d'1 an renouvelable s'il estime que ça met en danger certaines activités de maintien de la paix. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Il y a eu des rumeurs après, lorsque la Cour a émis le mandat d'arrêt pour génocide contre le président al-Béchir. Il y a eu beaucoup de discussions à New York sur l'utilisation de l'article 96 pour demander à la Cour effectivement de suspendre ces enquêtes au Soudan. Et finalement, le consensus a été à empêcher l'utilisation de cet article. Et donc on n'a jamais eu jusqu'à présent de demande du Conseil de sécurité. La Cour est un élément d'un panorama plus vaste, la communauté internationale, le système des relations internationales, le système de souveraineté interétatique. Et jusqu'à présent, l'équilibre a encore permis à la Cour de continuer son travail. Et j'allais dire, on a même eu plutôt des surprises dans le sens inverse, puisqu'il y a eu des renvois du Conseil de sécurité devant la CPI, alors que deux des membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie et les États-Unis, ne sont pas partis au statut de Rome. On a quand même eu le renvoi. Et la Chine, pardon, oui, 3. Le statut de Rome, on a quand même eu des renvois à la situation en Libye et au Darfour dans des États non partis par le Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu de droit de veto utilisé dans ces situations-là. Et si on regarde les débats récents sur la situation en Syrie, certains États non partis, un État non parti au statut de Rome a même été plutôt favorable à un renvoi de la situation en Syrie devant la CPI. Et les deux autres ont bloqué. Donc ça, c'est une évolution aussi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que l'intégration d'une perspective judiciaire dans les stratégies diplomatiques et politiques des États, c'est un progrès, ça n'est pas un recul. L'intégration du fait qu'on peut répondre à des situations de menace en amenant en justice les auteurs des crimes contre des populations civiles, ça n'est pas un recul, c'est un progrès. Évidemment, on voudrait tous que ce progrès aille un peu plus vite. Nous, on a 122 États partis. On adorerait vous dire qu'on en a 195 et que maintenant, la justice pénale internationale est absolument universelle. Ça n'est pas le cas. Il faut vivre avec. Et le travail de lobbying qui permet aux États de ratifier le statut, ce n'est pas à nous de le faire. Oui, donc c'est votre question d'après. Question de la complémentarité, peut-être, la première question que vous aviez posée. Effectivement, donc la Cour est compétente subsidiairement par rapport aussi aux droits nationaux. Si des juridictions nationales ont une compétence universelle, la Cour prend en compte cet élément-là. En droit international, ça a été mentionné par Mme Doucet hier, il y a une obligation, ce qu'on appelle aut dedere, aut judicare, vous poursuivez, vous extradez. Pour certains crimes, tels que les crimes comme la piraterie, pour des crimes tels que les crimes de guerre, les infractions aux conventions de Genève et pour le crime de génocide dans une certaine mesure, les États ont une obligation soit d'extrader si l'État d'origine de l'individu qui aurait commis les crimes le demande, soit de poursuivre elle-même. C'est ce qui fait qu'on a en France aujourd'hui, premier exemple, Pascal Simbi-Kangwa poursuivi pour génocide et jugé pour ça. Ça n'existe pas pour le crime contre l'humanité. Cette obligation n'existe pas aujourd'hui dans le droit pour le crime contre l'humanité. Donc lorsque les États, que ce soit la Belgique, la France, le Danemark, certains États d'Amérique du Sud, certains États africains, comme par exemple au Sénégal avec l'affaire Hissène Habré, décident de juger eux-mêmes des affaires concernant des ressortissants d'États tiers, la Cour le prend en compte pour évaluer évidemment la complémentarité. Vous avez posé des questions précises sur 3 situations, l'Afghanistan, la Libye et la Côte d'Ivoire. Sur l'Afghanistan, notre dernier rapport sur les examens préliminaires, j'ai essayé de trouver les lieux de détention exacts, mais je n'ai pas retrouvé. Donc il date de novembre 2013, on en produira un autre publiquement en novembre 2014. Chaque année, on produit un rapport sur nos examens préliminaires au moment de l'Assemblée des États parties du statut de Rome. Donc dans le dernier rapport, nous avions conclu qu'il y avait une baisse raisonnable pour ouvrir des enquêtes
enquête en Afghanistan concernant la matérialité des crimes. Donc nous avions déjà conclu, et c'est un rapport qui est public, que des crimes de la compétence de la Cour avaient été commis en Afghanistan depuis au minimum mai 2003. Et que parmi ces crimes, certains avaient été commis par les forces d'opposition, les talibans ou d'autres, et certains avaient été commis par les forces de la coalition internationale. On avait mentionné les difficultés à ce stade de conclure qu'il pouvait y avoir des attaques délibérées contre les populations civiles, ce qui a été mentionné plus tôt, c'est comme pour le génocide. Il ne suffit pas de tuer des civils pour qu'il y ait un crime de guerre, il faut qu'il y ait une attaque délibérée, une rupture de proportionnalité, un certain nombre d'éléments techniques. Donc nous avions mentionné qu'il y avait peu d'éléments qui nous permettaient de conclure qu'il y a eu des attaques délibérées contre la population civile par les forces de la coalition, qu'en revanche, il y avait des éléments... Pardon ? Oui, mais il faudrait me laisser parler, parce que sinon je ne pourrais pas répondre aux questions, en fait. C'est-à-dire qu'en revanche, donc, il y avait des éléments qui laissaient entendre que des crimes de torture avaient été commis, y compris dans un certain nombre de centres de détention. C'est ce que je cherchais la liste des centres de détention que nous avions listés publiquement dans ce rapport. Et donc nous disions, donc nous continuons à travailler parce qu'il semble qu'effectivement des actes de torture de la compétence de la Cour ont été commis dans des centres de détention. Et on expliquait aussi que l'étape suivante, celle qui est en cours aujourd'hui, consistait, comme pour toute situation sur laquelle nous intervenons, à discuter maintenant avec les autorités nationales de la nationalité des personnes qui auraient pu commettre ces crimes, de savoir quelle était la réponse judiciaire qu'ils apportaient à ces crimes. Donc la situation actuelle, c'est que nous discutons avec les États et les autorités judiciaires des pays de nationalité des membres de la coalition qui auraient pu commettre ces actes de torture pour savoir quelle réponse judiciaire ils apportent à ces allégations. Et dans le futur, s'il n'y a pas de réponse judiciaire, la Cour pourra intervenir. Tout ça prend du temps. Ça prend parfois plus de temps dans certaines situations que dans d'autres. Ça prend du temps aussi parce qu'on a affaire, dans cet exemple particulier, à des États qui ont un système judiciaire fonctionnel. Donc tout ça prend un peu plus de temps. Ça nous a pris plus de temps de décider d'enquêter en Centrafrique que de décider d'enquêter en RDC, parce que le système judiciaire centrafricain, c'est plus le cas aujourd'hui, mais au moment de l'affaire Jean-Pierre Bemba, avait pris en charge un certain nombre de procédures. En RDC, c'était plus rapide, il n'y avait pas de procédure en cours. Donc ça a été assez rapide à faire. Quand on s'intéresse, qu'on vient de faire, par exemple, on a réouvert la situation en Irak, parce qu'on a de nouvelles allégations de crimes qui auraient été commis par des Britanniques sur le territoire irakien, ce qui nous donne compétence, le Royaume-Uni étant un État parti. On avait décidé de ne pas le faire en 2006 parce qu'on avait surtout des allégations contre des Américains. Aujourd'hui, on a des allégations plus solides contre des Britanniques. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les Britanniques, on leur dit qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ces crimes. Quand on va voir des Britanniques ou des Américains pour leur dire ça, ils prennent le temps de répondre et ils ont un système judiciaire qui fonctionne. Quand on va voir les autorités centrafricaines sur notre dernière enquête qu'on a ouverte la semaine dernière, leur réponse, y compris par écrit, est de dire « nous ne sommes pas capables de le faire, notre système judiciaire n'est pas en mesure de le faire, venez ». Forcément, l'évaluation va plus vite. Dans ces cas-là, les critères sont les mêmes. L'objectivité, l'impartialité de l'approche est la même, c'est les faits qui changent, c'est la situation de fait qui est différente. La Côte d'Ivoire, nous enquêtons en particulier sur les violences post-électorales, nous avons compétences qui remontent jusqu'à 2002, mais nous enquêtons surtout en ce moment sur les violences post-électorales 2010-2011. Jusqu'à présent, effectivement, seules 3 personnes ont été l'objet de mandat d'arrêt, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudet, et ces 3 personnes représentent effectivement un aspect de la situation de violence et de crise post-électorale. Nous travaillons sur les autres aspects, les autres camps, entre guillemets, qui auraient pris parti aux violences post-électorales. Malheureusement, et là on peut dire malheureusement, ce travail-là a pris du retard et nous n'avons pas aujourd'hui été en mesure d'amener publiquement des mandats d'arrêt et des procédures contre cet autre camp. Donc nous espérions pouvoir le faire plus tôt, nous espérons toujours pouvoir le faire rapidement. La situation actuelle crée une perception de déséquilibre, clairement. Nous aurions aimé pouvoir aller plus vite et amener des mandats d'arrêt dans les deux sens. L'ancien procureur parlait beaucoup de séquence, de séquençage, enfin sequencing. Il disait nous commençons par un camp, nous continuons ensuite par l'autre. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de situations. Nous essayons de nous détacher un peu aujourd'hui, et la nouvelle politique du procureur, c'est d'essayer d'aller plutôt directement sur les différents camps. L'enquête que nous venons d'ouvrir en Centrafrique va immédiatement voir la création de plusieurs équipes d'enquête pour travailler sur les plusieurs groupes ou types d'auteurs de crimes pour éviter justement cette perception-là. C'est très compliqué, et ça me permet de répondre en même temps à la question de monsieur sur le budget de la Cour. C'est très compliqué parce que, malgré les apparences, ça coûte extrêmement cher
cher et la Cour est complètement sous-staffée et sous-ressourcée. Aujourd'hui, le budget de la Cour, ça dit rien à personne, donc c'est pas la peine de 120 millions d'euros, ça a pas de... Dit comme ça paraît un chiffre énorme. J'étais à Bamako la semaine dernière, 120 millions d'euros, c'est le budget de la mission des Nations Unies au Mali pour 2 mois. Le budget de la Cour, c'est 120 millions d'euros par an, et les États, chaque année, demandent un gel ou un recul de ce budget. Et quand c'est un gel, c'est un recul de fait, parce qu'il y a inflation, évidemment. Aujourd'hui, quand l'avion de la Malaysia Airlines se crash, et que les Néerlandais décident d'enquêter, d'envoyer des enquêteurs sur ce crash, ils envoient plus d'une centaine d'enquêteurs travailler sur cet élément-là. C'est un événement grave, plus d'une centaine d'enquêteurs. À la Cour pénale internationale, nous travaillons sur 8 situations, 9 enquêtes. On a moins de 70 enquêteurs pour toutes ces situations. Donc on n'est pas là pour pleurer. Les victimes ont le droit que nous fassions les efforts nécessaires. Simplement, on fait aussi avec ce qu'on a. Alors évidemment, le budget de la Cour provient des États partis au statut de Rome qui ont des contributions obligatoires qui sont indexées sur leurs contributions au système des Nations Unies. Les États peuvent également décider de contributions volontaires à la Cour. Ils peuvent aussi financer le fonds au profit des victimes, par exemple. Donc chaque année, l'Assemblée des États partis vote le budget de la Cour pour l'année suivante sur la base des recommandations d'un comité du budget et des finances qui est composé des États eux-mêmes partis au statut de Rome. Et chaque année, depuis en tout cas au minimum 2008, on nous demande de réduire le budget ou de restreindre le budget. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, un exemple très pratique, on enquête sur des situations essentiellement francophones pour ce qui concerne aussi nos enquêtes en Afrique, République centrafricaine, Mali, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble de ces situations, nous avons plusieurs accusés, plusieurs suspects et plusieurs équipes d'enquête présentes. Nous avons des enquêteurs francophones qui passent d'une situation à l'autre en permanence parce qu'on n'en a pas assez pour avoir 10 enquêteurs francophones ici, 10 là, 10 là. Donc on les fait bouger en permanence et donc on fait avec ces ressources-là. Sur la Libye, les enquêtes également continuent. Effectivement, les premiers mandats d'arrêt concernaient la crise immédiate à l'époque, donc Kadhafi père, Kadhafi fils et Al-Senoussi. Les enquêtes n'ont pas cessé en Libye et nous avons, en revanche, les enquêtes en Libye telles qu'elles sont menées aujourd'hui sont extrêmement confidentielles. Nous nous intéressons, et cela a été dit publiquement dans le rapport au Conseil de sécurité qu'a fait Mme Bensouda au mois de juin dernier, son dernier rapport au Conseil de sécurité, nous nous intéressons à des crimes qui auraient pu être commis par des milices et nous travaillons sur cet élément-là également. Finance, la question des petits poissons, des petits devant la Cour et des grands qui échappent à la Cour, c'est une question effectivement récurrente. La Cour ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Quand on poursuit Kenyatta ou quand on poursuit Al-Béchir, on dit vous ne devriez pas attaquer des chefs d'État en exercice. Quand on poursuit des chefs de milice dans l'Est du Congo, on dit vous devriez attaquer des gens plus grands et d'ailleurs vous devriez attaquer des chefs d'État. Donc de ce point de vue-là, on fait avec les éléments de preuve et ce que nous amènent nos enquêtes. Lorsque dans une situation donnée, on estime qu'il faut poursuivre messieurs Haroun et Kouchaïb au Soudan, qu'on se rend compte que rien n'est fait, qu'on continue nos enquêtes et que ça nous fait monter jusqu'au président Al-Béchir dans la chaîne de responsabilité, on le fait parce qu'on a la compétence et qu'il y a non-pertinence de la qualité officielle devant la Cour. Lorsque dans une enquête sur les crimes commis en Ituri, on se rend compte que les responsables les plus hauts des crimes qui nous intéressent au moment où on enquête sont ces chefs de milice-là, on va jusqu'à ces chefs de milice-là et on continue à travailler pour voir si on peut aller plus loin. Monsieur Bush, je ne vais pas répondre sur des cas individuels. C'est le droit. La Cour n'est pas compétente pour les crimes commis par des ressortissants d'États non partis sur le territoire d'États non partis. La Cour n'est pas non plus compétente sur les questions d'entrée en guerre. Ça a été mentionné hier à nouveau par Mme Doucet. La Cour n'est compétente que pour le comportement dans une situation de guerre. Elle n'est pas compétente pour juger de la légalité ou non de l'entrée en guerre. Il faut aller voir la Cour internationale de justice pour ces questions-là. Donc une décision d'entrée en guerre, une décision de mener une guerre qui irait au-delà du cadre fixé par le Conseil de sécurité, ça n'est pas la compétence directe de la Cour pénale internationale à l'heure actuelle. Donc ça crée des divergences d'interprétation ou de perception. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Nous appliquons le mandat tel qu'il nous a été donné dans les limites qui nous ont été données. Enfin, la question de la Palestine, question extrêmement sensible, en particulier ici évidemment.
je ne peux pas savoir, je n'ai aucune idée si un jour la Palestine ratifie, si on verra des Palestiniens ou des Israéliens ou les deux devant la Cour pénale internationale. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, clairement, il y a débat sur cette ratification. La Palestine peut probablement ratifier le statut de Rome aujourd'hui, puisqu'elle a ratifié un certain nombre de traités internationaux, ce qui valide l'interprétation que nous avions faite, qui était, nous n'avions pas dit la Palestine n'est pas un État, nous n'avions pas fait une déclaration dans ce sens-là, nous avions simplement dit, en tant que bureau du procureur, nous devons évaluer notre compétence, c'est le premier point qui fonde la base raisonnable pour ouvrir une enquête. Si nous concluons que nous ne sommes pas compétents, nous ne pouvons pas ouvrir une enquête. La compétence a des éléments temporels, territoriaux, personnels et matériels. Donc on ne s'est pas penché sur la question matérielle à l'heure actuelle, on en est resté à la question territoriale et personnelle, et on a conclu qu'il n'y avait pas un État parti appelé Palestine qui aurait ratifié le statut de Rome, que selon l'Assemblée générale des Nations Unies, à ce moment-là, la Palestine était qualifiée d'entité observatrice et non pas d'État observateur non parti, qu'il ne nous revenait pas à nous de déterminer la validité ou non de cette détermination par l'Assemblée générale des Nations Unies, que nous ne pouvions que la constater, et que dans ce cadre-là, s'il n'y avait pas un État capable de ratifier le statut de Rome, au sens de tous États, comme indiqué dans le statut, cet État n'était pas, cette entité n'était pas non plus en mesure de faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour, puisque c'est la même formulation, tous États ratifiant le statut de Rome ou un État acceptant la compétence de la Cour. Nous avons simplement dit, dans cet état de fait, nous sommes obligés de suspendre cet examen préliminaire parce que nous sommes dans une situation où il n'y a pas compétence pour nous. Si aujourd'hui, alors la situation évidemment a changé, donc cette détermination de la qualité d'État par l'Assemblée générale emporte possibilité pour la Palestine de ratifier des traités, ce qu'ils ont fait, d'accéder à des traités, ce qu'ils ont fait. S'ils décident d'accéder au statut de Rome, ils peuvent même, au moment de leur accession au statut de Rome, faire une déclaration article 12.3 qui étendrait la compétence temporelle et qui leur permettrait de remonter au plus tôt au moment de la décision de l'Assemblée générale, donc au 29 novembre 2012. Si la Palestine, quand on ratifie ou quand on accède au statut de Rome, la Cour devient compétente pour la période après l'accession. Mais c'est prévu dans le statut, les États qui ratifient, qui accèdent au statut de Rome peuvent aussi étendre cette compétence temporellement au plus tôt au moment où ils sont devenus un État ou au plus tôt au 1er juillet 2002. Donc la Palestine, il n'y a rien a priori ne s'oppose à ce qu'elle ratifie le statut de Rome et qu'elle demande ou qu'elle accepte la compétence qui remontera à ce moment-là a priori, je ne veux pas m'engager là-dessus, mais au 29 novembre 2012. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à toutes les questions. Merci.